Alors, donc pour cette dernière table ronde, je vous propose un petit mot d'introduction avant de laisser la parole aux trois intervenants. Donc en effet, avec le développement majeur des études chiroptérologiques par la méthode acoustique, de nombreuses structures ont travaillé à l'élaboration de référentiels d'activité des signaux enregistrés en masse, afin d'avoir des éléments de comparaison des flux d'activité entre espèces, entre habitats et entre régions. Donc, ces éléments de comparaison sont en effet primordiaux pour apporter des arguments fiables afin d'évaluer la qualité des habitats, d'apporter des éléments pour les opérations de gestion et puis d'évaluer l'attractivité des habitats pour les chauves-souris. Donc, trois intervenants vont intervenir sur cette table ronde pour nous éclairer sur les méthodes qui ont permis la création de référentiels nationaux ou régionaux et sur leur utilisation dans le cadre de la définition d'enjeux territoriaux pour les chauves-souris. Donc, nous aurons Charlotte Romer du Muséum national d'histoire naturelle, puis Tiffaine Deveau, doctorante en écologie avec OGE et également donc, le laboratoire CESCO du muséum. Et pour finir, donc Émilie Barbossa du groupe mammalogique breton. Du coup, Charlotte, je vais te laisser la parole et partager ton écran pour la première présentation. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est bon? C'est tout bon. Ok. Ok, donc bonjour à tout le monde. Donc c'est un diaporama qui a été fait en collaboration avec ISBA. Et donc l'idée, c'est d'abord présenter le concept méthodologique des référentiels d'activité, puis ensuite présenter un petit cas d'étude qui a été imaginé par Yves, et puis ensuite je laisserai la parole aux autres intervenantes. Donc à l'origine du concept des référentiels d'activité pour les chauves-souris en France, il y a le mémoire d'Alexandre Accard qui a été fait en 2013. Et à l'époque, la problématique du bureau d'études biotopes, c'était comment quantifier les enjeux lors des diagnostics de terrain. Et donc, le choix a été fait de travailler avec des statisticiens pour définir une méthode robuste à partir de suivi acoustique pour évaluer le niveau d'activité. Et depuis, il y a plusieurs structures qui s'en sont inspirées, notamment le bureau d'études d'Ecosphère qui a fait une adaptation selon le contexte d'études, donc par exemple sur les nacelles d'éoliennes, sur les mesures ou les suivis en canopée. Et donc au muséum, il y a eu déjà un premier référentiel il y a quelques années, et puis là en 2020, il y a eu une nouvelle version du référentiel qui a été créée et puis plus largement diffusée. Donc ça se base sur le jeu de données Vigikiro. Et là, le choix a été fait d'utiliser comme unité de comptage le contact. Donc c'est la présence d'un ou plusieurs cris enregistrés au cours de 5 secondes. C'est aussi possible d'utiliser d'autres unités de comptage, comme par exemple la minute positive. Donc là, c'était ce qui avait été utilisé dans le cas d'Actikiro. Et la raison principale, c'est que la base de données de référence, à l'époque, ça comportait différents matériels, comme les SMBAT et les ANABAT, et donc ils étaient difficilement comparables, ils donnaient des métriques avec des paramètres différents. Donc, pour gommer la différence liée au matériel, il a été fait le choix d'utiliser un intervalle de comptage plus grand, donc de l'ordre de la minute. Par contre, sur le jeu de données Vigikiro, comme il n'y a pas ce biais matériel, on peut utiliser le contact. Donc, le référentiel a été construit avec un filtrage particulier, parce qu'on, comme vous le savez, on ne peut pas se permettre de valider tous les contacts manuellement. Et donc, c'est pour ça qu'on a validé les contacts automatiquement avec le logiciel d'identification Tadarida. Et donc, on a pris en compte les probabilités qui sont associées à ces identifications. Donc, si au cours de la nuit, une espèce possédait une probabilité supérieure à 90%, alors au cours de cette nuit, tous les contacts avec une probabilité de plus de 50% sont validés. C'est une méthode qui est très bourrine et il ne faut pas l'utiliser pour des jeux de données qui concernent seulement une seule nuit, bien entendu. Par contre, sur des gros jeux de données comme ça, vu que l'intérêt, c'est de comparer
la masse de sites d'études entre eux, on peut se permettre d'avoir des méthodes un peu moins fines. Donc, quand on construit un référentiel d'activité, on va utiliser des quantiles. Et là, c'est vraiment important de prendre le temps de regarder qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Donc, en fait, les quantiles, ça va permettre de poser des points de repère dans le jeu de données qui va servir de référence. Et on va pouvoir répondre à des questions comme par exemple, quand on obtient 100 contacts par nuit pour la pipistrelle commune, est-ce qu'on a une activité faible, modérée, forte ou très forte? Donc, pour calculer ces quantiles, on va prendre tout le jeu de données de référence, donc tout VGTiro dans notre cas, sur les points fixes, et on va regarder comment les données se distribuent sur un histogramme. Donc ici, sur l'axe des X, vous avez le nombre moyen de contacts par nuit, qui varie entre 0 et 4000. Et en ordonnée, vous avez la densité, donc c'est la fréquence de ces observations-là. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est très fréquent d'obtenir des nuits avec quasiment pas d'activité, donc quelques contacts par nuit. Par contre, c'est très rare d'avoir des nuits avec 3000 contacts par nuit. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise des quantiles et pas des seuils qui vont être réguliers. Par exemple, on ne peut pas se permettre de mettre des seuils à 1000, 2000 et 3000, parce que ça voudrait dire qu'on aurait la plupart du temps des activités, voilà, si on dit qu'entre 0 et 1000, c'est une activité faible, et ben ça va être, on va tout le temps avoir une activité faible dans nos résultats, et ça va être extrêmement rare de trouver qu'on a une activité très forte. Il faut prendre en compte la distribution des données ici, qui n'est pas une distribution normale. Une distribution normale, ça serait une courbe de Gauss, comme ça, pour calculer ces quantiles. Donc, une fois qu'on a calculé les quantiles, ici on a 25%, 75%, 98%, on va pouvoir utiliser ça pour construire notre tableau. Et donc, en dessous du quantile 25%, ça serait une activité faible. Entre 25 et 75, c'est une activité moyenne. Entre 75 et 98%, c'est une activité forte. Et au-dessus de 98%, on a une activité très forte. Alors bien sûr, c'est des choix arbitraires. On peut décider qu'on utilise le quantile 95%, le 98% par exemple. Ça, c'est un choix qui peut être fait. Il faut faire attention aux espèces qui sont trop rares parce qu'elles ne permettent pas toujours de créer un référentiel fiable. Par exemple, dans le jeu de données VGTiro, on a le murin de Bechstein qui est très très rare. Donc, on n'a que 26 occurrences sur le référentiel. Si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas si c'est le référentiel France ou un autre dans cet exemple-là, mais en gros, 26 occurrences, ce n'est pas assez pour avoir un référentiel robuste, donc la confiance associée va être faible. Par contre, si on prend le murin de Banton, avec ses 2900 occurrences, on va pouvoir avoir une confiance très bonne pour le référentiel. On a fait le choix de créer différents référentiels pour différents usages. Il y a le référentiel total pour la France entière. On va avoir 5 référentiels pour l'altitude, 30 référentiels pour les habitats, 4 référentiels pour les aires biogéographiques et 13 référentiels régionaux. Et donc chacun va avoir son utilité, mais dans tous les cas, on va toujours pouvoir trouver une utilité au référentiel total parce que c'est le plus robuste, c'est celui qui contient le plus de données. Et puis, il va permettre de mettre en évidence l'enjeu local par rapport à ce qui se passe généralement pour l'écologie de l'espèce. Ensuite, si on a des besoins particuliers, comme par exemple si on veut faire de la gestion forestière et qu'on veut comparer les habitats forestiers entre eux, on va pouvoir utiliser le référentiel forêt. Et puis, si on a des besoins administratifs, donc par exemple pour calculer des enjeux régionaux, comparer notre site d'études au reste de la région, on va pouvoir utiliser un référentiel régional. Là, je vous ai mis quelques exemples des différences qu'on peut trouver ou pas entre les référentiels habitat. Donc, si on prend l'exemple de la pipistrelle commune et les 4 habitats ici, vous avez ici les valeurs en nombre de contacts qu'on va trouver pour le quantile 25%, 75% et 98%. Donc, pour atteindre une activité modérée pour la pipistrelle commune, pour l'habitat urbain, eh bien, il faut avoir entre 31 et 426 contacts par nuit. Et si on compare avec le référentiel haut, il va falloir dépasser 116 contacts par nuit pour décider que c'est une activité modérée. Donc,
c'est des référentiels qui sont réévalués selon l'habitat. Autre exemple, si on prend ces trois habitats, la pelouse, les pelouses, les forêts ou l'eau, pour deux espèces différentes, le murin de Banton et la noctude de l'Esler, en fait, on voit qu'il y a très très peu de variations au niveau du quantile 25% selon les différents habitats. Pareil pour le quantile 75%, ça varie relativement peu, sauf pour l'eau, pour le murin de Banton. Effectivement, ça va vous parler. Donc, pour cette espèce-là, on s'attend à ce qu'il y ait plus d'activité sur les milieux aquatiques. Et donc, on va devoir accumuler plus de contacts par nuit pour évaluer l'activité acoustique comme modérée par rapport à un habitat différent. Une remarque importante, c'est le quantile 98%. On voit qu'il est vraiment beaucoup plus instable que les autres quantiles. Et ça, c'est quelque chose auquel on pouvait s'attendre si on regarde la distribution des données. Donc, je reviens un peu en arrière. On voit que les événements au-delà de 98%, c'est les événements qui sont les plus rares, c'est normal. Et c'est pour ça que c'est un seuil là, qui peut être assez instable selon les référentiels. Ok. Donc, ce référentiel, il est vraiment conçu pour être appliqué sur chaque nuit unique en point fixe ou chaque nuit pédestre et routier. Et on peut l'étendre sur des activités moyennes calculées sur un nombre de nuits restreint. Donc, si on fait 2-3 nuits d'affilée, on peut faire la moyenne et appliquer le référentiel. Mais attention, plus on va accumuler de nuits et plus on va moyenner ces activités, plus on va avoir un biais en faveur d'une activité modérée, au détriment des classes faibles et fortes, parce qu'on va gommer en fait les événements qui sont un peu plus rares. Donc, si tout d'un coup il y a une émergence d'insectes et une grosse activité, ça va moins apparaître si on fait la moyenne de plein de nuits différentes. On ne peut pas étendre ce référentiel à de longs enregistrements en point fixe et encore moins à des moyennes faites sur plusieurs participations en même temps, s'ils proviennent d'une même entité géographique ou paysagère, les réserves, les massifs forestiers, etc. Donc, la solution pour les gros jeux de données, c'est de comptabiliser le nombre de nuits par classe d'activité et de mesurer leurs proportions relatives. Donc là, il y a un exemple qui a été donné par Yves pour l'île de Porquerolles. Donc là, sur cette île, en fait, il y a des points qui sont représentatifs, donc qui sont choisis aléatoirement et qui sont suivis régulièrement, qui totalisent 65 nuits. Et puis, il y a 12 points qui ont été choisis par l'utilisateur et qui sont suivis plus ponctuellement, qui représentent 30 nuits. Et en fait, ces points rouges, ils ont été placés pour la plupart proches du village et donc dans un contexte d'éclairage artificiel assez important. Donc là, c'est le résultat du suivi sur cette île. Vous avez le nombre de nuits qui ont été classées dans chaque catégorie. Donc en gros, toutes les nuits, si on prend la Barbastelle par exemple, toutes les nuits qui ont une activité faible, hop, elles sont classées dans cette colonne. Toutes les nuits qui ont une activité modérée, elles sont classées dans cette colonne. Donc si on fait la proportion ensuite, 30% du temps pour la Barbastelle, l'activité a été faible, donc 30% des nuits, hein, et 70% des nuits, on a eu une activité modérée. Il n'y a jamais eu de cas d'activité forte ou très forte. Et alors ensuite, pour faire le bilan de l'île de Porquerolles, c'est une méthode qui a été proposée par Yves, mais c'est assez arbitraire. Hein. Ce qu'il propose de faire, c'est de regarder comment se répartit l'activité dans chaque catégorie et de donner des points d'activité significative dans certains cas. Donc, la première étape, c'est de regarder la colonne d'activité très forte. Et dès que le pourcentage dépasse 2%, donc là, on va rajouter un point d'activité significative. Ensuite, on regarde la somme des colonnes fortes et très fortes. Et si le pourcentage dépasse 25% d'activité forte et très forte par rapport à ce qui est attendu dans une activité normale, hop, on rajoute un autre point d'activité significative. Dernière étape, on fait la somme
des activités modérées, fortes et très fortes. Et dès que le pourcentage dépasse 75%, hop, on rajoute un autre point d'activité significative. Donc, au final, on va avoir une somme de points. Et ce qu'il propose, c'est que les espèces qui ont 0 point, ben, on va les qualifier d'activité faible sur le site. Celles qui ont 1 point, c'est une activité modérée, 2 points, c'est forte, et 3 points, c'est très forte. Donc voilà, ça c'est une méthode qui est proposée. Bien sûr, c'est arbitraire et on peut faire d'autres choix, tant qu'on a bien en tête que quand on va faire la moyenne de l'activité de plein de nuits différentes, on risque d'avoir des biais en faveur d'une activité modérée. Là, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps ou si je peux terminer sur un autre exemple. Tu peux continuer un peu. Ok. Donc là, ce qu'il a voulu regarder, c'était l'influence des points qui étaient non représentatifs. Donc en fait, dans Vigikiro, ça veut dire c'est des points qui ont été choisis par les utilisateurs, donc c'est les points rouges. Parce qu'en fait, ces points-là, ils ont été quasiment tous placés autour de ce village, et donc ils vont peut-être biaiser l'activité sur l'île. Enfin, biaiser la mesure de l'activité sur l'île. Donc pour ça, il a comparé les résultats pour les points qui sont représentatifs. Donc c'est ce tableau-là. Donc on voit qu'il n'y a que 3 espèces qui ont des activités très fortes. Et il a comparé ça. Ah oui, si on regarde avec l'ensemble des points, en fait, précédemment, eh ben, on avait une activité très forte pour beaucoup plus d'espèces, notamment des espèces qui sont connues pour être actives autour des lampadaires, comme le vesper, le minioptère, les pipistrelles et le molosse. Et dernier exemple, donc c'était ces 2 points-là qui sont proches de bassins de lagunage, de points d'eau. Et là, pour analyser ces points-là, on peut choisir d'utiliser le référentiel eau. Voilà. Et on se rend compte que... Alors, c'était quoi la différence? Ok, donc ça c'est le référentiel eau et ça c'est le référentiel normal. Et en fait, il n'y a quasiment pas de changement, sauf pour le murin oreiller échancré, qui a une activité forte pour le référentiel normal, et une activité modérée pour le référentiel eau. Voilà. On est en train de réfléchir, on échange justement à côté avec Marie, là, du GMB, on est en train de réfléchir, nous, de notre côté, à essayer de déployer un référentiel d'activité. C'est une demande des assos chez nous en Pays de la Loire, voilà, d'avoir cet outil-là. Alors, ça fait longtemps, voilà, ça a émergé au moment où il n'y avait que le référentiel de Biotope d'Alexandre. La question qu'on se pose aujourd'hui, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à mettre en place un suivi autour de la question de la nocule commune, essayer de sortir un peu d'indicateur ou quelque chose. Est-ce que, en l'état, on peut utiliser voilà, ce que tu as présenté pour en extraire ça, ou ça nécessite quand même un peu de calage local? Tu as parlé des 13 régions anciennes. Nous, chez nous, au Pays de la Loire, je crois que l'échantillonnage Vigie, qui doit être quand même une grosse partie des données que tu as, n'est pas très homogène. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Charlotte, par rapport à une étape intermédiaire ou carrément se lancer à partir de ce que tu proposes là. Merci. Est-ce que tu peux préciser l'objectif? Est-ce que c'est de savoir l'état d'un site en particulier ou de toute ta région? On voulait, alors, bon, au départ, c'est issu de 2 trucs, mais il y avait au départ l'idée d'avoir un référentiel d'activité pour essayer de contrer un petit peu tous les études éoliennes voilà, pour expliquer d'où ça vient, qui disent, selon nos habitudes, ça c'est beaucoup, ça c'est pas beaucoup, d'essayer d'objectiver un petit peu quelque chose. Et puis en faire aussi, alors peut-être que les deux ne sont pas toujours très compatibles, mais en faire aussi un élément de comparaison d'activité par rapport à la nocule commune en tant que point d'attention spécifique. Donc pour le coup sur l'éolien, mais pas que, aussi pour peut-être aller jusqu'à arriver à en faire un suivi, objectiver un suivi de cette espèce-là chez nous au Pays de la Loire. Après, ouais, le référentiel, il peut être utilisé dans ces objectifs-là, il n'y a pas de souci. L'important, c'est de suivre les mêmes paramètres que Vigikiro. Ok. Voilà. Bon, ben merci pour la réponse simple, claire. Merci Benjamin.
Du coup, Tiffaine, si tu veux lancer ta présentation et faire le partage d'écran, tu peux y aller. Oui, bonjour, je vais partager mon écran. Décidément, je vois pas tout. Ah, Charlotte, on a encore une question du coup pour toi. Est-ce que le niveau de détectabilité des espèces a été pris en compte? Alors, il n'y a pas besoin de le prendre en compte dans le sens où le référentiel, il est pour chaque espèce. Donc, il n'y a pas de comparaison entre espèces. Très bien. Merci. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Tiffaine Deveau et je fais actuellement une thèse en partenariat avec le bureau d'études Office de génie écologique et le laboratoire de recherche CESCO du Muséum national d'histoire naturelle. Donc, au sein du bureau d'études, je suis aussi amenée à faire des inventaires chiroptérologiques pour différents types de projets. Donc là, je vais vous faire une présentation sur l'utilisation des référentiels d'activité avec ma casquette de chargée d'études chiroptérologue. Donc, pour vous présenter l'utilisation des référentiels d'activité, nous, on les utilise. Du coup, je vais vous présenter une étude de cas d'un suivi écologique d'un site de compensation. Mais d'abord, pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on les utilise, donc c'est d'abord parce que ça permet d'attribuer un niveau d'activité de manière objective. Ça permet aussi de simplifier la lecture et l'interprétation des résultats pour les chargés d'études, chefs de projet, mais aussi pour les acteurs qui vont être amenés à lire les rapports d'études. Et ça permet aussi de plus facilement déterminer l'enjeu du site quand il en est question. Alors, on utilise les référentiels d'activité pour différents types de projets, comme par exemple pour les suivis écologiques, les études d'impact, les expertises flash ou encore pour définir des plans de gestion d'espaces naturels. Donc, comme je vous le disais, là, je vais vous présenter l'étude de cas d'un suivi écologique d'un site de compensation qui est situé en Alsace. Donc, ça correspond là à la conversion d'une culture en une prairie il y a maintenant 2 ans. Donc, on a fait un suivi en 2020 et un second en 2021. Et pour chaque année de suivi, on a fait une série d'inventaires d'une nuit par période d'activité. Donc, au moment du transit printanier, de la mise bas et de l'élevage des jeunes, et au moment du transit automnal. Donc, après avoir identifié et validé les données, on obtient un tableau sous cette forme, donc avec le nombre de contacts par espèce et par période d'activité. Et là, comme vous pouvez le voir, ça peut être relativement pas évident de déterminer un niveau d'activité. Par exemple, pour la pipistrelle commune, au moment du transit automnal, est-ce que les 183 contacts correspondent à une activité faible, moyenne ou forte? Et pareil pour le murin de Daubenton, est-ce que 4 contacts au moment du transit printanier, ça correspond à une activité faible ou moyenne, par exemple? Donc, c'est là qu'intervient le référentiel d'activité. Donc, nous, on utilise à chaque fois le référentiel d'activité national parce que, comme l'a dit Charlotte, c'est le plus robuste et celui qui permet de mettre en évidence l'enjeu local. Donc, pour attribuer un niveau d'activité, on va tout simplement, par exemple, là pour la sérotine commune, donc comparer au référentiel. Donc là, par exemple, on a 8 contacts acoustiques qui correspond au nombre de contacts compris entre le quantile à 25% et le quantile à 75%. Donc, on a un niveau d'activité moyen pour cette espèce. Ensuite, on fait ça pour chaque espèce et à chaque période d'activité. Donc, on obtient ce résultat-là. Et comme vous pouvez le voir, c'est plus facile pour interpréter les résultats. Donc là, par exemple, on peut voir que globalement sur le site, l'activité elle varie de faible à forte et qu'il y a notamment plus d'activité au moment du transit printanier et au moment du transit automnal par rapport à la période de mise bas et d'élevage. Alors, cette plus forte activité, elle peut s'expliquer par le rythme biologique des espèces, parce qu'au moment du transit printanier, c'est le moment où les chauves-souris
constituent leur réserve énergétique suite à l'hibernation, mais aussi pour la production de jeunes. Et pareil pour le transit automnal, c'est aussi une période où les chauves-souris constituent des réserves énergétiques pour la migration et l'hibernation, mais c'est aussi le moment où les jeunes prennent leur indépendance. Donc, c'est ce moment-là où les jeunes s'ajoutent aux adultes de cette année-là. Alors, comme ici, il est question donc, de vérifier l'efficacité du site de compensation pour la biodiversité, il peut être intéressant de voir si cet habitat est attractif par rapport aux autres types, aux habitats du même type, pardon. Donc, dans ce cas, on peut compléter les résultats en utilisant le référentiel d'activité pour le milieu prairial, ce qui permet de qualifier la qualité de l'habitat. Alors, bien sûr, on vérifie bien évidemment le niveau de fiabilité du référentiel. Nous, on fait attention à ce que les niveaux de fiabilité soient au moins bons à très bons. Donc voilà ce qu'on obtient. Là, en l'occurrence, ça ne change rien du tout par rapport au référentiel d'activité nationale. Mais on peut quand même dire que le site a une certaine importance puisque il y a des espèces considérées comme prioritaires qui ont une forte activité au moins à une des 3 périodes d'activité des chauves-souris. Donc, par exemple, pour la noctule de l'Esler, qui est considérée comme quasi menacée en Alsace, ou encore, par exemple, avec la noctule commune, qui est considérée comme en danger sur la liste rouge en Alsace. Alors, comme l'utilisation du référentiel d'activité facilite l'interprétation des résultats, ça permet également de suivre plus facilement l'évolution de l'état d'un site sur plusieurs années et ainsi d'adapter les mesures mises en œuvre pour répondre aux objectifs de départ. Donc ici, c'est de favoriser la biodiversité. Donc pour cette étude de cas, on peut voir globalement qu'il y a une activité plus forte en 2021 au moment du transit printanier par rapport au transit printanier de 2020. Il n'y a pas beaucoup de changements lors de la période de mise bas et d'élevage. Et par contre, au moment du transit automnal, on a une activité bien plus faible par rapport à l'année précédente, sauf pour la pipistrelle de cul et pipistrelle commune. Pardon. Oui, donc en fait, cette plus forte activité au moment du transit printanier, elle peut s'expliquer par le fait que le site accueille plus d'activités par rapport à l'année précédente, mais ça s'explique aussi par le fait que cette année, on a eu beaucoup de mauvais temps avec pas mal de vent, de pluie, de températures fraîches. Donc là, les enregistrements ont été faits à une fenêtre de beau temps, alors que plusieurs jours auparavant, le temps était mauvais. Donc c'est possible que les chauves-souris, à ce moment-là, en ont profité pour se nourrir à fond. Et par rapport à la faible activité à la période de transit automnal, en fait, comme le mauvais temps a affecté la biomasse en insectes et donc la quantité de ressources alimentaires des chauves-souris, c'est possible qu'à ce moment-là, il n'y avait plus d'insectes sur le site pour nourrir les chauves-souris. Donc, comme vous avez pu le voir là, bien que le référentiel d'activité fournisse des niveaux d'activité de manière objective, il reste quand même important de garder en tête qu'il existe des biais, des limites qui sont liées à l'activité des chauves-souris. Donc, on ne peut pas uniquement se fier au niveau d'activité en eux-mêmes parce que les résultats obtenus font état d'un niveau d'activité des chauves-souris à un moment précis et à un endroit donné. Donc, par exemple, la localisation du micro sur le site peut influencer le niveau d'activité. Par exemple, si on pose le micro le long d'une lisière, on pourrait très bien avoir une activité moyenne pour l'ensemble des espèces, alors que si on l'avait posé sur une autre lisière un peu plus longue, on aurait très bien pu obtenir un niveau d'activité différent. Et il en est de même par rapport au moment où l'on pose le micro, parce que souvent on est amené à poser le micro une seule nuit. Mais imaginons si on a posé le micro au bord d'une lisière et qu'il y a une émergence d'insectes à ce moment-là, on risque d'avoir une activité plus forte
par rapport à l'activité qu'il y a habituellement sur le site. Et inversement, si jamais il y a une émergence d'insectes au niveau d'une autre lisière située plus loin, on risque d'avoir plus de chances qu'il y ait moins d'activité par rapport à d'habitude. Et alors, on obtient des résultats qui peuvent être bien différents de l'activité en général qu'il y a sur le site. Il y a aussi une importance à accorder à l'habitat environnant parce que, par exemple, si on a de la pollution lumineuse dans les environs, même si le site est d'assez bonne qualité pour accueillir des espèces, il est possible que on ne puisse pas détecter des espèces de myotis, par exemple, parce que la pollution lumineuse les impacte négativement. Et enfin, il y a aussi les conditions météorologiques qui sont à prendre en compte, comme vous avez pu voir là dans l'exemple, parce que même si les micros sont censés être posés à des périodes où les conditions météorologiques sont favorables, il est possible qu'on ait une longue période de mauvais temps et qu'on soit quand même obligé de poser des enregistreurs et donc de détecter des niveaux d'activité plus faibles qu'en temps normal. Donc, c'est tous ces biais qui peuvent avoir des conséquences sur l'interprétation des résultats et donc sur les enjeux du site d'étude et ou sur les mesures de gestion à mettre en œuvre sur le site. Voilà, donc cette présentation touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, je vois Cécile Prince a une question. Vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, tout à fait. Premièrement, merci pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant. Et j'aurais voulu savoir si dans les, dans les limites, ça pourrait être aussi intéressant de prendre en compte la présence de certaines espèces de chiroptères. Notamment, est-ce qu'il y aurait des compétitions entre certaines espèces qui pourraient ou pas favoriser ou éloigner la présence d'une autre? Alors ça, c'est une bonne question. Alors là, à l'heure actuelle, j'ai pas la réponse à cette question. Peut-être que quelqu'un d'autre saurait répondre. Voilà, je dirais oui, c'est possible, mais après, comment dire, l'évaluation de l'activité, que la compétition soit là ou pas, ça va quand même rendre compte de ce qui se passe sur le site par rapport à un autre. Oui, bien sûr, je comprends. C'est juste que je me disais, est-ce que la présence, par exemple, d'une certaine population d'espèces en très grande quantité ne pourrait pas, du coup, être plutôt défavorable à d'autres ou pourrait permettre, on sait que certaines espèces collaborent bien en termes de chasse. Je me demandais si ça pouvait être un facteur pour influencer les résultats aussi à prendre en compte, du coup. C'est sûr que ça peut influencer les résultats et c'est un sujet qui m'intéresse vachement en plus. Par contre, je ne pense pas qu'on ait besoin de prendre en compte les facteurs qui vont expliquer l'activité. Là, l'objectif, c'est vraiment de voir quelle est cette activité et après, savoir quels sont les facteurs. Oui. Il y en a plein, ça va être d'autres questions. C'est d'abord poser une base, ce qui est vraiment très très bien. D'accord, merci en tout cas pour la réponse. C'est gentil. Je me demandais s'il existait des référentiels d'activité en fonction de l'intensité lumineuse en un point. Non, il n'en existe pas encore. Il y a un référentiel d'activité qui existe par rapport à l'habitat urbain, qui peut être plus ou moins corrélé à la pollution lumineuse, mais sinon, par rapport à la pollution lumineuse en elle-même, il n'y en a pas. D'accord, merci. Du coup, bonjour, moi c'est Émilie, je suis en CDD au groupe Mammalogique Breton je vais vous présenter l'élaboration d'un référentiel d'activité acoustique à l'échelle régionale.
Donc, en gros, les référentiels d'activité acoustique, comme l'ont expliqué Tiffany et Charlotte, c'est pour quantifier l'activité pour la qualifier et répondre à la question est-ce que l'activité enregistrée pour telle espèce est une activité faible, modérée, forte ou très forte. Et du coup, avec ça, on va pouvoir répondre à d'autres questions. Et la méthode qu'on a utilisée, c'est la méthode d'Alexandra Carr, donc la méthode des quantiles. Donc, il y a déjà un référentiel qui a été créé au niveau de la Bretagne, qui a notamment été présenté aux dernières rencontres nationales Chiroptère, sur le jeu de données breton, donc entre 2013 et 2017, en utilisant DSM2BAT+, et avec la minute positive et le logiciel de traitement Sonokiro. Et dans la méthode des quantiles, on avait rajouté le quantile 90, qui découpe un peu plus, qui nuance un peu plus l'activité. C'est-à-dire qu'entre 75 et 90, c'est une activité assez forte, entre 90 et 98 forte et plus de 98 très forte. Et on avait pu aller que jusqu'au groupe acoustique. Et on avait aussi étudié d'autres variables qui pouvaient influencer l'activité. Mais je vais détailler un peu après. Et en fait, là, la mise à jour que j'ai faite, c'est j'ai refait le référentiel pour aller jusqu'à l'espèce en utilisant le protocole Vigikiro. Donc, en fait, ça simplifie les démarches de saisie parce que jusque-là, on devait récupérer toutes les fiches terrain de tout le monde à la fin de l'année, etc. Et là, on peut directement passer par le protocole Vigikiro et récupérer un export des données propres à la fin de l'année pour injecter ça dans la base de données et stocker ça du côté de notre structure. Et pour le muséum, ça nous permet aussi de participer aux sciences participatives et d'avoir un outil pratique, comme je vais le présenter aussi après. Et l'unité de comptage, donc on est passé sur le nombre de contacts par nuit, sur un jeu de données un peu plus large, donc entre 2013 et 2020, avec le logiciel de traitement Tadarida, et du coup toujours en utilisant la méthode des quantiles. Donc là, c'est un schéma de ce que j'ai fait. Donc en fait, ça représente du coup presque 3000 nuits. Ça fait à peu près 40 téras de données qui ont été du coup renommées, retriées, etc. De façon à ce que ça suive le protocole Vigikiro pour être intégré dans la base de données du muséum et que le logiciel Tadarida tourne dessus. Et on a pu récupérer des données, notamment des données du protocole point fixe avec que des nuits entières dont l'intervalle de confiance est supérieur à 0,5. Des données non confidentielles, donc ça veut dire qu'on a pu récupérer aussi des données d'autres structures qui ont partagé au programme Vigikiro en excluant les nuits près des gîtes. Et du coup, on a agrégé en nombre de contacts par nuit. Et on a pu, et en fait, sur ce jeu de données-là, j'ai récupéré des données météo, donc la température minimale en degrés, la vitesse du vent et la pluviométrie pour essayer de éliminer les variables qui pouvaient influencer, biaiser l'activité. Donc en gros, les variables que j'ai étudiées, c'était la saison, les données météo, la hauteur du microphone,
les coordonnées géographiques et le matériel, parce que les réglages du GMB étaient parfois légèrement différents de ceux de Vigikiro. Du coup, j'ai juste vérifié que ça ne visait pas l'activité qu'on pouvait référencer. Et en construisant les modèles, j'ai pu éliminer les variables qui influençaient trop l'activité. Et donc, la seule variable qui influence l'activité, du coup, ça serait la qualité de l'habitat et la capacité d'accueil des milieux. Et donc, j'ai réduit mon jeu de données pour avoir un jeu de données homogène. Et donc, ces conditions-là, ce sont devenues les conditions d'application du référentiel, donc, qui est valable en Bretagne et Loire-Atlantique durant des nuits complètes, à l'aide d'enregistreurs SM2BAT, SM2BAT+, AudioMode, BATLogger ou SM4, équipés de microphones placés à hauteur d'homme, réglés selon les recommandations du protocole Vigikiro et avec les conditions météorologiques aussi, donc une pluviométrie inférieure à 9 mm à la date de début de nuit et une température minimale de plus de 6 degrés à la date de début de nuit. Et donc ça, c'est comment je l'ai construit vraiment comment j'ai construit l'outil. Donc c'est sur Excel. Donc j'ai défini les quantiles du coup par saison. Donc là, vous avez l'exemple pour la Barbastelle, par exemple. Donc les quantiles, ils ont été faits donc, avec l'activité présence. Et ensuite, en rentrant le nombre de contacts par nuit, donc comme vous pouvez voir en bas de la diapo, eh ben, ça va calculer automatiquement sur le graphique de droite le niveau d'activité. Donc, en fait, vous pouvez voir que c'est très visuel et du coup, ça facilite vraiment l'interprétation. Et voilà, en gros, à quoi ça ressemble dans le final. Donc, concrètement, on a notre tableau brut des résultats de Tadarida. On a créé un petit utilitaire pour avoir le nombre de contacts par nuit. Et ce nombre de contacts par nuit, on peut le mettre directement ici dans le tableau et du coup, le référentiel s'actualise automatiquement. On peut mettre le nom du site expertisé pour qu'il s'affiche dans la légende et aussi la date. Et en fait, vu que le référentiel a été divisé en 3, donc il y a un référentiel pour le printemps, donc entre le 1er avril et le 15 juin pour le printemps, ensuite entre le 16 juin et le 31 août, et entre le 1er septembre et le 15 novembre pour l'automne. Et donc, en rentrant la date, ça va aller chercher automatiquement entre le printemps, l'été ou l'automne quel référentiel va s'y appliquer. Donc, quantifier et qualifier l'activité, du coup, ça va nous permettre de définir la qualité de l'habitat, faire des diagnostics, mais aussi un peu plus largement de faire des études spatiales de l'activité, donc identifier des passages migratoires, corrélés à d'autres paramètres, etc. Et ça nous permet de transformer des enregistrements répétés sur plusieurs années en une mesure fiable et permettre une interprétation objective des résultats. Donc là, je vais prendre un exemple, c'est le domaine de La Roche-Jagu. C'est un site qui appartient au conseil départemental des Côtes-d'Armor, qu'il a acquis récemment. Et du coup, le but pour nous, c'était de faire un état des lieux chiroptérologique en vue d'un futur plan de gestion. Donc là, on voit sur la carte qu'il y a un cours d'eau qui passe à proximité, c'est le Trieux, et on est assez proche de l'estuaire, et donc il y a quand même une petite zone de marnage. Et on voit que sur le site, il y a 3 grands ensembles qui se découpent
à gauche, il y a plutôt la partie jardin aménagé avec le château là, qui est le bâtiment dans la partie aménagée. Ensuite, il y a une partie qui est beaucoup plus boisée. Et sur le terrain, on voit que ça n'a jamais été entretenu, entre guillemets. Et il y a même une partie qui est plutôt prairie alluviale, enfin l'interface boisement-shore sur la partie droite. Et donc, on a décidé de poser 3 SM2 sur ces 3 milieux-là. Donc, le premier donc à l'interface boisement-shore, le deuxième plutôt au milieu de la forêt dans une trouée causée par un arbre tombé. Et le troisième, on l'a posé vraiment dans le jardin aménagé au niveau d'un point d'eau. Ensuite, j'ai été récupérer les données météorologiques pour voir si les conditions d'application du référentiel étaient respectées. Et en fait, on voit que dans la nuit du 16 au 17 juin, il a plu presque 30 mm. Et donc, le référentiel n'était pas applicable parce qu'il y avait trop de pluie. Et donc, j'ai fait la moyenne de l'activité cible-présence entre le 15 et 16 et 16-17, donc entre la première et la troisième nuit. Et donc, voilà le résultat du référentiel. Donc là, je vous ai mis printemps et été pour montrer que là, pour le coup, on était vraiment entre le référentiel du printemps et entre le référentiel de l'été. Donc, voilà, c'était pour montrer les différences qu'il pouvait y avoir. Et là, au niveau du cortège d'espèces, on voit que, donc ça c'est le point dans l'interface boisement-shore, on voit qu'il y a quand même des espèces plutôt forestières, mais pas une grosse activité à part pour l'oreillard roux. Pour la partie vraiment boisée, donc le SM2 BAT qui était dans le bois, il y a une activité beaucoup plus importante de la barbastelle notamment. Et en fait, on voit que sur le troisième point, donc dans la partie plus aménagée, il y a beaucoup plus d'activités, il y a un cortège d'espèces qui est différent et un peu plus diversifié. Et donc, en fait, ça permet une interprétation sur chaque point, c'est-à-dire que là, on peut prendre la partie aménagée et puis faire ce référentiel-là sur ce point-là en donnant des recommandations sur des espèces un peu plus ciblées, par exemple les espèces de milieu ouvert. Et de même pour la partie boisée où on peut faire des recommandations de gestion sur vraiment ce milieu-là, mais en comparant aussi les différents points qu'on a fait et les différents résultats d'activité qu'on a fait, là on peut prendre l'échelle du site et du coup des 3 points pour recommander le maintien d'une diversité d'habitats favorables. Vu que le référentiel il est à échelle régionale, on peut voir l'importance du site et de l'activité à échelle régionale. Et ensuite, pour finir, on peut lier ça aussi évidemment avec le référentiel national parce que du coup, c'est exactement le même protocole, Vigikiro. Et donc, en fait, on peut utiliser le référentiel à l'échelle nationale et on peut prendre le régional pour nuancer un peu plus et dégager des enjeux régionaux. Et donc là, c'était juste, j'avais récupéré, donc j'ai fait le référentiel national et régional, donc référentiel national à gauche et régional à droite, pour montrer un peu, un exemple. Donc par exemple, là, on voit que pour l'oreillard roux,
il y a une activité forte plutôt au niveau national, alors qu'au niveau régional, c'est assez forte, vu qu'on a un petit peu plus nuancé. Par exemple, pour le point dans la trouée, on voit qu'à l'échelle nationale, il y a une très forte activité pour l'oreillard roux, alors qu'au niveau régional, c'est un peu moindre. Pareil pour le murin à moustache. Et de même pour ce point-là aussi, où en fait, on voit qu'à l'échelle nationale, c'est une forte activité, mais au contraire, pour le référentiel régional, c'est une très forte activité. Voilà. Merci de votre attention. Je vois que Lilian a une question. Vas-y, Lilian. Oui, merci. Une question peut-être aussi un peu à Charlotte en même temps. On utilise des outils qui, si je ne dis pas de bêtises, partent sur la base quand même d'analyse sur des espèces comme là en plus oreillard roux, oreillard gris, myotis, qui ont quand même une marge d'erreur assez importante sur les outils d'analyse automatique. Et j'ai peur qu'on veuille faire dire à des outils des choses intéressantes, mais j'ai du mal à évaluer comment dire, si ce taux d'erreur peut vraiment biaiser ou impacter énormément les interprétations qu'on va en faire derrière. Et du coup, je ne remets pas en cause les questions des outils, mais j'ai un peu peur qu'on aille un peu trop vite. Et du coup, j'aimerais bien avoir des précisions sur l'intégration de cette marge d'erreur et comment elle est éventuellement prise en compte, quoi. Effectivement, il y a des espèces qui sont compliquées. Par exemple, si on prend le murin à moustache brante, c'est un groupe dans le Vigitiro. Et si on regarde aussi le Bechstein, il est très mal identifié par Tadarida. Donc, il y a des espèces où il faut se méfier, il faut connaître les limites de l'outil et plutôt privilégier l'interprétation complète sur des espèces comme la pipistrelle commune, les noctules, enfin des espèces où il y a une bonne fiabilité. Effectivement, toujours connaître les limites de l'outil avant de l'utiliser. Merci. Du coup, excusez-moi, j'en profite. Et je sais que c'est en perpétuelle évolution et évaluation ou correction, ça. Et tu sais si les avancées semblent permettre de corriger ces biais-là dans le futur proche ou pas? Il faudra en parler avec Yves, mais j'ai bon espoir, oui. Merci. Benjamin, tu as une question? Ouais, j'ai une question que j'ai jamais osé poser, mais là je vais le faire. Alors c'est pareil, ça s'adresse à la fois à Émilie et à Charlotte. Avec des tendances de certaines espèces qui sont quand même voilà, très inquiétantes. Je te colloque éolien, on a parlé de la noctule commune par exemple à nouveau. Quelle est la durée de vie des référentiels finalement? Par exemple, on va prendre la noctule commune pour prendre le cas le plus extrême. Voilà, quelle est la durée de vie de ces référentiels? Dans quelle mesure on peut se dire qu'il ne faut pas les revoir tous les ans, 2 ans, 5 ans, je ne sais pas. Mais ça pose pas mal de questions. Alors, bon, sauf à sortir des niveaux d'activité, comment je dirais, faibles partout, mais ça risque quand même un peu d'avoir un effet sur les interprétations, quoi. Non? Ouais, effectivement. C'est juste, ça fait un moment que j'essaie de mettre ma vidéo, mais on ne me permet pas de mettre la vidéo. Est-ce que c'est possible de m'autoriser? Ce sera plus sympa. Bon. Et du coup, ouais, c'est une très bonne question. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas fait, comme par exemple tout le travail qu'a fait Émilie pour faire des référentiels par saison. Ça, c'est aussi quelque chose qui permettrait d'affiner l'analyse. Et après, voilà, prendre une décision au bout d'un moment de dire cool, merci. De dire le référentiel, pour le construire, on ne pourra plus les données qui ont plus de 10 ans. Ce serait pertinent, je pense, effectivement, pour avoir quelque chose de robuste. Donc, ouais, c'est des évolutions qu'on peut carrément prévoir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet des référentiels? Peut-être pour lancer le débat, est-ce qu'il y a des besoins que vous avez, vous, qui ne sont pas remplis par les outils qui sont proposés actuellement?
qui pourraient être développés. Par exemple, Émilie a proposé un super outil sur Excel avec les graphiques là. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles vous pourriez penser? Enfin, moi, je rejoins Benjamin sur l'éolien. Hein. Enfin, je pense que on est en perpétuelle relecture de dossiers, d'évaluation, avec, j'ai envie de dire, tout et n'importe quoi. Alors, parfois des choses très bien, parfois des choses moins bien, parfois des choses rigolotes. Et à partir du moment où on peut avoir un outil national ou adaptable sur de la région ou des choses un peu, enfin, peu importe, mais s'il y a des échelles en plus, ça peut être intéressant. Mais de comparaison, au moins d'opposition, enfin, qu'on peut rendre opposable, au moins pour soutenir même les demandes des DREAL, hein, qui ont besoin de ce genre d'outils-là, plutôt que le doigt mouillé qu'on peut dire en disant bah non, nous on pense que c'est fort. C'est un vrai, je pense que c'est un vrai besoin. Enfin, du monde associatif en tout cas. Et peut-être des bureaux d'études, hein, ce serait intéressant de leur demander d'ailleurs. Par rapport au référentiel éolien, là, on a le problème que dans Vigikiro, ben, il n'y a pas de site sur Nacelle, sur Mademeasure, etc. Et je crois qu'il y a Kevin dans la salle, Kevin Barré, mais je ne veux pas... Ah, mais il a pris un pseudo. Oui, je le débusque. S'il a envie de parler, en fait, de l'éventuelle possibilité de faire un référentiel altitude. Après, il existe déjà celui d'Ecosphère. Voilà. Ouais. Bon, Benjamin qui balance encore un truc à l'écrit. Alors, Benjamin. Alors, oui, Benjamin. Désolé, je veux pas. Oui, vas-y. Il a raison en plus. Non, mais voilà, c'est vrai que tu disais de quoi on a besoin. Moi, quand je vois les cartes voilà, les cartes chaleur du muséum et tout ça, je me dis aussi il y a sûrement des interprétations de ce qui vous manque en termes d'interprétation, de zone. Voilà, moi, il y a des ressentis que j'ai un peu sur, par exemple, les cartes de prédiction de nos communes où je me dis, tiens, c'est marrant, c'est pas le ressenti. C'est un ressenti très naturaliste, pas scientifique du tout, mais ça me semble, voilà, et je me dis, tiens, voilà, nous, en ce moment, on est en train d'essayer d'arriver à se faire financer un peu de suivi d'indicateurs, voilà, comme dans beaucoup de régions, l'Equiro via le Vigie, voilà, et on pourrait peut-être orienter nos observateurs, le matos, le déploiement, en fonction aussi de vous, de zones, vous diriez, là, on manque vraiment de choses. Nous, chez nous, ce qui semble avoir beaucoup d'influence, c'est évidemment la façade atlantique. Et voilà, il y a peut-être des choses par rapport aux influences atlantiques sur certaines bêtes qui peuvent être intéressantes à regarder d'un peu plus près, quoi. Mais là, moi, je n'ai pas le regard suffisamment large. Il n'y a que vous, au muséum, qui pouvez voir ce genre de choses, quoi. Pour faire un peu de hors-sujet, effectivement, pour le projet migration, là, ça m'intéressera de parler avec les gens qui font du terrain dans chaque région pour savoir si les cartes qu'on va produire sont pertinentes. Et sinon, pour rester dans le sujet, pour les référentiels, en fait, ce qui nous manque, c'est les données en limite de saison, en fait, tout ce qui est tout début d'année ou même l'hiver. Je sais qu'il y a des gens qui font les suivis d'hiver, ben, ils ne peuvent pas comparer leur activité avec un référentiel. Donc, plus on aura de données dans ces périodes qui sont sous-échantillonnées, mieux ce sera. Je crois qu'on a très peu de données dans les parcelles agricoles dégueulasses. Donc ça, si vous avez envie de faire du terrain là-dedans, allez-y. Et les données via des ProBio, des études d'impact, elles seront exploitables ou pas? Parce que tu dois en avoir un paquet là-dedans. Si ça suit le protocole Vigikiro, on pourra les mettre dedans. Après, on peut très bien décider de faire un autre référentiel avec la minute positive pour prendre en compte les biais matériels, pour avoir encore plus de données. Donc ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que Yves et Kevin ont envie de faire. Je remonopolise la parole. Et pour les régions qui sont des mauvais élèves de l'automatique, qu'on fait beaucoup de manuels pendant de nombreuses années, qu'on continue à faire de manuels pas mal, tu crois qu'il y a une récupérabilité des données parce que vu que c'est du contact en 5 secondes, alors peut-être pas sur la nuit complète, mais c'est sous-entendu, on a quand même des jeux de données qui sont
pas inintéressant, j'estime pas inintéressant. Et ce serait dommage que ça puisse pas être intégrable au serveur de base depuis 20 ans. Ouais, effectivement, ça, c'est pas un truc qu'on a prévu de faire. Et il faudrait faire un référentiel transect. Enfin, après, il y a les protocoles pédestres et comme j'en fais pas trop, enfin, j'en fais pas, j'ai du mal à voir un peu la compatibilité avec ce qui s'est fait depuis. Non, mais sur des ces points années. d'écoute. Sur des points d'écoute. De 20 minutes. Ouais, par exemple, tu prends tous les protocoles que Michel déploie. Ouais. Bah, peut-être que ce serait possible de faire une base de référence avec tout ça, mais c'est pas ce qu'on a prévu de faire malheureusement. Si quelqu'un a envie de le faire. On a une autre question d'Amélie Dupendant. Y a-t-il un référentiel d'activité au sol valable pour les bad-corders? On n'a pas pu prendre les bad-corders dans notre protocole parce qu'ils ont une façon de filtrer les cris qui n'est pas comparable avec les autres machines. Du coup, on n'arrive pas à trouver de paramètres qu'on puisse utiliser pour inclure les bad-corders dans le protocole. Et donc, nous, on n'a pas de référentiel. En Allemagne, ils n'en ont pas, sinon j'en aurais entendu parler, je pense. Peut-être qu'à si Exen, ils ont un référentiel, mais ils n'utilisent pas la méthode des cantines. Très bien.